Juste à l'extérieur de Stamford, dans un quartier industriel en déclin, se trouvait le refuge animalier de Westhaven, un bâtiment de briques usées dont l'enseigne bleue délavée ne brillait plus que par souvenir. L'hiver était tombé tôt cette année-là, et le givre du matin s'accrochait aux grilles métalliques comme un avertissement silencieux. À l'intérieur, sous le bourdonnement fatigué des néons, les sols en béton usés témoignaient d'années de pas inquiets, humains comme canins. C'est là que le docteur Alan Rickman, vétérinaire de 58 ans à la retraite anticipée, passait désormais ses journées. Son visage buriné racontait l'histoire d'un homme qui avait connu la guerre et la souffrance. D'abord comme infirmier militaire dans les Balkans, puis comme vétérinaire de campagne. Ses cheveux, coupés courts dans un style toujours militaire, étaient désormais d'un gris presque blanc, mais son regard restait celui d'un homme qui n'avait jamais vraiment quitté le champ de bataille. Ce boulot au refuge ne devait être qu'un petit engagement bénévole, quelques heures par semaine pour se sentir utile. Mais les besoins des animaux avaient cette capacité cruelle de remplir chaque minute disponible, jusqu'à occuper l'entièreté de son quotidien. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez vos impressions en commentaire en nous disant de quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons le fil de l'histoire. Ce matin-là, le docteur Rickman était accroupi devant une cage en bout de couloir, celle d'un berger allemand dont les hurlements lugubres résonnaient depuis maintenant 6 jours. Le chien, maigre au point que ses côtes semblaient pouvoir transpercer sa peau, portait les cicatrices d'une existence marquée par la cruauté. Son corps en disait long. Il ne s'agissait pas d'un animal errant, mais d'un survivant, d'un être brisé par des mains humaines. Il était prévu pour l'euthanasie le lendemain matin. Trop agressif, trop instable, trop traumatisé pour être adopté, avait décrété le comité. Mais alors que Rickman observait ce chien en silence, quelque chose retint son attention. Le regard du berger s'était fixé intensément sur un agent de sécurité en patrouille. Ou plus précisément, sur l'écusson brodé sur sa veste, un insigne du bureau antidrogue fédéral. Le chien s'était alors mis à gratter frénétiquement le béton de ses pattes, avant, non pas avec panique, mais selon un motif précis, presque calculé. Un frisson parcourut l'échine du vétérinaire. Ce n'était pas un chien ordinaire, c'était un animal entraîné, un agent, et il tentait de parler. À 32 ans, Erin Wallace était l'autre pilier du refuge. Ancienne policière militaire, elle s'occupait du service du matin avec une rigueur presque chirurgicale. Les autres membres du personnel savaient peu de choses sur son passé en Irak, si ce n'est qu'elle réagissait mal au bruit fort et qu'elle semblait comprendre les chiens traumatisés mieux que quiconque. C'était elle qui, la première, avait remarqué les comportements étranges du berger allemand que tout le monde appelait Ghost. Ghost se figeait à certains mots, suivait les mouvements avec une précision mécanique et restait parfaitement immobile lorsqu'on ouvrait la porte de sa cage, comme s'il attendait un ordre. Le refuge était dirigé par Gregory Lowell, un ancien cadre du secteur bancaire reconverti dans l'associatif après ce que les rumeurs décrivaient comme un burn-out spectaculaire. Toujours vêtu de pantalons chino et de polos bien repassés, Lowell gérait les lieux comme une entreprise. Chiffres, budget, taux d'adoption. Son mantra favori ? On ne peut pas tous les sauver. Une phrase qu'il prononçait souvent, juste après avoir montré un tableau Excel. Et pourtant, même lui s'arrêtait parfois devant la cage de Ghost, perplexe face à l'intelligence calme qui brillait derrière les yeux ambrés du chien. 6 mois plus tôt, Ghost était un tout autre animal. Il travaillait aux côtés de l'agent spécial Daniel Mercer de l'unité d'intervention du bureau antidrogue. Ensemble, ils formaient une équipe redoutée, l'un des binômes les plus décorés de la côte Est. Le soir, où tout avait basculé, Mercer et Ghost infiltraient un entrepôt suspect aux abords du port de Newford, une ville industrielle du Delaware. L'atmosphère était lourde, saturée d'odeurs d'huile, de sel et de moisissure. Mercer avançait lentement entre les containers, la main posée sur le dos de Ghost, qui avançait en silence, les muscles tendus par la concentration. Le chien avait déjà marqué 2 fois, signalant la présence de substances illégales. « Doucement, garçon », murmura Mercer. Ghost s'était figé devant le container 58C. Il s'était assis, calme, regardant fixement la porte comme un soldat en faction. Le signal était clair, mais ce que Mercer ignorait, c'est que le cartel des Morenos avait été prévenu. Ce qui suivit fut un piège éclatant de violence, des lumières aveuglantes, des hommes surgissant des ombres et une dizaine de viseurs laser pointés directement sur Ghost. L'agent n'eut pas le temps de dégainer. « Agent Mercer !»
lança une voix à l'accent prononcé. On nous a beaucoup parlé de vous. Et ce chien nous a coûté très cher. Mercer leva les mains. Faites ce que vous voulez de moi, mais laissez-le partir. Il n'est pas votre ennemi. Mais les Morenos ne tuaient pas leurs ennemis si vite. Mercer fut emmené, Ghost aussi, séparés dès la première nuit. L'agent Mercer fut envoyé dans un sous-sol à Camden où commencèrent les interrogatoires. Ghost, lui, fut expédié dans une ferme abandonnée de Pennsylvanie, repère d'un réseau clandestin de combat de chiens. Le berger, dressé pour ne jamais attaquer sans ordre, refusa de se battre. On le battit, on le priva de nourriture, on tenta de briser sa volonté. Rien n'y fit. Une semaine plus tard, excédé, l'un des dresseurs le jeta dans l'arène face à un pitbull fou furieux. Ce que Ghost fit ce soir-là devint une légende locale parmi les membres du cartel. Il ne mordit jamais. Il esquiva. Il se défendit sans jamais riposter. 15 minutes d'horreur. Puis il s'effondra, couvert de sang, mais l'âme intacte. Ce chien est inutile, déclara le dresseur. Je le jette. Le chef, amusé, répliqua simplement « Laisse-le dans les bois. S'il survit, c'est que Dieu le veut. » Et ainsi, Ghost fut abandonné dans une forêt glaciale. Il aurait dû mourir là, mais le destin s'en mêla. Un randonneur le trouva à l'aube, à moitié gelé, le souffle fragile. Après un détour par la fourrière locale, il finit au refuge de West Haven, sans puce, sans collier, sans identité, juste un corps meurtri et des hurlements de cauchemar. Pendant 6 mois, Ghost guérit lentement. Son corps reprit des forces, mais son esprit, lui, sombrait, jusqu'à ce jour où Alan Rickman le vit réagir au badge du bureau, et comprit qu'il ne regardait pas un chien condamné, il regardait un survivant qui essayait de dire quelque chose. Le bureau du refuge, un ancien débarras reconverti avec une armoire bancale et une fenêtre à moitié givrée, baignait dans la lumière grise du matin. Alan Rickman y était assis, le dossier de Ghost ouvert devant lui. Une fiche presque vide. Dans la section Origine, une simple mention, ramassée dans les bois, sans identification. À côté de lui, Gregory Lowell manipulait nerveusement un paquet de reçus de dons et de factures de vétérinaires. 48 heures, Alan. C'est tout ce que le conseil nous accorde. On l'a gardé 6 mois, pas de progrès. Il hurle la nuit, il mange à peine, et son comportement décourage toute adoption. Alan ôta ses lunettes et se pinça l'arête du nez, las. Ce chien, il est différent. J'ai vu des centaines de cas en 30 ans, Grégory. Je n'ai jamais rien observé de tel. Grégory soupira, sa voix plus douce, presque compatissante. Être différent, Alan, ça ne le rend pas adoptable. Le refuge est saturé. Tu sais ce que ça implique? On a reçu 30 chiots du dernier sauvetage de l'élevage clandestin. On doit faire de la place. Mais avant qu'Alan puisse répliquer, une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. C'était Erin, la mâchoire crispée. Désolé d'interrompre, on a un souci avec le nouveau. Jason, il est entré dans la cage de Ghost sans autorisation. Le chien a failli le mordre. Alan se leva d'un bond. Il est blessé? Non, juste secoué. Mais Ghost est agité maintenant. Ils traversèrent rapidement le couloir jusqu'à l'infirmerie. Jason Turner, le fameux Génouveau, était accoudé au mur, respirant fort, le regard fuyant. Il avait rejoint l'équipe 2 semaines plus tôt, après avoir prétendu vouloir changer de vie et se consacrer aux animaux. Mais Alan avait trouvé son CV trop impeccable, presque récité. « Qu'est-ce que tu faisais dans cette cage, Jason? Tu sais qu'elle est sous restriction. » Jason sourit, mais ses yeux restèrent de froid. « Je voulais juste essayer de lui donner une chance. Avant qu'il parte, tu vois ce que je veux dire. » Il fit un geste tranchant sur sa gorge. Alan sentit une vague glaciale l'envahir, sans lien avec le chauffage défaillant du refuge. « Erin, va vérifier l'état de Ghost. J'aimerais parler seul à seul avec Jason. » Une fois Erin hors de portée, Alan s'approcha. « Écoute-moi bien, jusqu'à nouvel ordre, seul Erin et moi entrons dans cette cage. Toi, tu t'en tiens au chien du bâtiment B. C'est clair ?» Quelque chose cligna dans le regard de Jason. Une once d'irritation ou autre chose? Il hocha simplement la tête. « Très clair, Doc. » Dans la cage, Erin s'agenouilla face à Ghost, qui était recroquevillé au fond. Il n'avait pas attaqué Jason, non. Il s'était figé, oreille adressée, en état d'alerte. Il agit comme un chien militaire, murmura-t-elle. Alan, il est resté figé, puis a gratté le sol avec ses pattes, 3 fois, rapide, comme hier. Alan fronça les sourcils. Il sortit son téléphone et ouvrit une image d'un ancien badge des stupes. Il s'approche lentement, la paume tendue. Ghost renifla sa main, puis, avec une concentration déchirante, fixa l'écran. Un éclair d'intelligence traversa ses yeux. Il s'approche davantage. «
Tu as encore des contacts dans l'unité cynophile de l'armée ? Demanda Alan à Erin. Elle se raidit. Quelques-uns. Pourquoi ? Parce que ce chien n'est pas n'importe quel berger abandonné. Il est entraîné à un niveau très spécifique. Erin observe Ghost comme si elle le voyait pour la première fois. La posture, la discipline, le regard. Tu pourrais avoir raison. Mais alors, pourquoi est-il là ? Pourquoi seul ? Alan s'accroupit doucement. Ghost s'approcha, posa son museau contre sa paume, puis gratta le sol. 3 coups, encore et encore. Erin eut un souffle coupé. C'est pas un tic, c'est du code. Alan le comprit au même instant. Il essaye de nous dire quelque chose. Ce soir-là, Alan prit une décision. Il ne rentrerait pas chez lui. Il déplia son vieux sac de couchage directement sur le sol de la cage, à quelques mètres de Ghost. Le chien l'observait, immobile. La tempête annoncée s'était levée dehors, le vent fouettait les vitres, avec une cadence froide et sinistre. « Je reste ici cette nuit, mon grand. Personne ne te touchera. Pas tant que je suis là. » Vers 2 heures du matin, Alan se réveilla, en alerte. Ghost était debout, le corps tendu, le regard fixé sur le couloir. Un grondement sourd vibrait dans sa gorge. Alan posa une main apaisante sur son dos. Des pas. Quelqu'un approchait, trop discret pour être ceux du gardien de nuit. Les pas ralentirent, s'arrêtèrent juste derrière la porte, puis s'éloignèrent. Alan expira lentement. « Quelqu'un a un intérêt très particulier pour toi, hein ?» Ghost se tourna vers lui, et pour la première fois, Alan sentit que ce chien n'était pas seulement intelligent. Il comprenait, il ressentait, il cherchait à dire ce que sa gueule ne pouvait formuler. Lentement, Ghost se coucha et poussa un gémissement. Puis un autre, puis un troisième, plus long. Le motif se répéta. 3 courts, 3 longs, 3 courts. Alan resta figé. « Non, attends !» Il se redressa, abasourdi. « C'est du morse. Il dit SOS. » Alan était resté figé, incapable de détacher ses yeux du berger allemand étendu devant lui. Le chien n'était pas seulement entraîné, il n'était pas simplement intelligent. Il lançait un appel au secours. Un véritable SOS, répété en morse, comme un écho désespéré venu d'un autre monde. Alan sentit son estomac se nouer. Il savait maintenant que Ghost n'avait jamais été un simple errant. Il était un soldat, un partenaire, et il appelait à l'aide. À l'aube, Ghost était assis droit comme un piquet, les yeux fixés sur la porte du chenil. Il attendait des ordres. Alan, lui, avait le dos endolori par la nuit, passé sur le béton, mais son esprit était plus clair que jamais. Il se leva lentement, remplit une gamelle de croquettes premium qu'il avait ramenées de chez lui et s'approcha. Ghost mangea, pas avec enthousiasme, mais avec discipline. C'était la première fois depuis des semaines. Erin apparut dans l'encadrement, les bras croisés, le regard grave. « Tu as passé la nuit ici ?» Alan acquiesça. « Et j'ai bien fait. Quelqu'un rôdait, et ce chien, il communique. En morse. » Erin ne parut même pas surprise. Elle s'agenouilla aux côtés de Ghost, posant une main légère sur son flanc. « Je l'ai regardé de près ce matin. Ses réactions sont précises. Il comprend plus de commandes que la plupart des chiens de patrouille que j'ai côtoyés. » Alan hocha la tête. « Je pense qu'il a appartenu à une unité spécialisée. Pas une patrouille de quartier. Du très haut niveau. » Il fit une pause. « J'ai appelé un vieil ami, quelqu'un qui travaille toujours en coordination entre agences fédérales et services civils. Je lui ai transmis tout ce que j'ai pu. Il va chercher dans les bases de données, mais on n'a que 24 heures. » Erin se raidit. « On n'en aura peut-être pas autant. » Comme pour illustrer ses propos, la voix de Gregory Lowell résonna dans le couloir. « Alan, encore avec ce chien ?» Il approche, son sempiternel tableau de bord d'indicateur dans une main. Lorsqu'il vit le sac de couchage et la gamelle vide, il fronça les sourcils. « Tu as dormi ici ? Ce n'est pas conforme au protocole. » Alan resta calme. C'était nécessaire. Je devais l'observer en continu. Gregory tourna les pages de son rapport. En fait, le comité a décidé d'avancer la procédure. L'euthanasie est prévue pour ce matin. Des voisins ont signalé des nuisances sonores et l'incident avec Jason a été remonté. Ce n'était pas une agression. Le chien a été provoqué. Alan s'approcha, les mains jointes. « Je te demande juste 24 heures. C'est un animal fédéral. J'attends une confirmation de Washington. » Gregory haussa un sourcil. « Washington ? Alan, tu entends ce que tu dis ? Tu crois vraiment que ce chien a travaillé pour une agence ?» Avant qu'Alan ne puisse répondre, Erin s'interposa. « Il a été formé par des pros, j'en suis certaine. Et si Alan dit qu'il a trouvé des signes de communication codés, je le crois. » Gregory hésita. Son regard glissa de l'un à l'autre. Finalement, il soupira. « Très bien, une journée, mais je veux des preuves écrites.
et que ça reste discret. Une fois seul, Alan se tourna vers Erin. « Il faut qu'on agisse. S'il a réagi à un badge, peut-être qu'il peut nous indiquer autre chose. » Ensemble, ils préparèrent une série de tests. Images de logos de police, d'unités militaires, de cartes géographiques. Ghost réagit peu, jusqu'à ce qu'Erin ouvre une carte détaillée des docks de Newford sur sa tablette. Le changement fut instantané. Ghost se leva, fixa l'écran, puis gratta le sol, fixant un point spécifique de la carte. Alan zooma. Quai 58, Erin acquiesça, la gorge serrée. C'est là qu'ils l'ont eu. Ghost se mit à faire des allers-retours entre la carte et la porte de sa cage. Puis il retourna à l'écran, indiquant une zone plus à l'est. Un ancien parc industriel désaffecté. Il semblait vouloir lier les 2 points. Erin comprit. Il te montre 2 lieux. Le premier, là où il a été capturé. Le second, peut-être l'endroit où ils l'ont emmené après. Alan murmura. Et peut-être que son maître est toujours au premier endroit. Alors qu'ils notaient tous les mouvements, ils ignoraient qu'une silhouette les observait discrètement à travers l'ouverture de la réserve. Jason Turner, téléphone en main, enregistrait chaque geste, chaque mot. Lorsqu'il eut ce qu'il voulait, il se retira, se glissant entre les étagères. Il composa un numéro. Ils savent. Le vieux vétérinaire commence à comprendre. Non, je ne peux pas le sortir. Trop de monde, mais ce soir, c'est fini. Le chien est encore programmé pour l'euthanasie. Demain matin, ce sera trop tard. Alan retourna dans son petit bureau, referma la porte et sortit son vieux carnet d'adresses. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Au bout de quelques tonalités, une voix grave répondit « Oui, Jack, c'est Alan Rickman. J'ai besoin de ton aide, immédiatement. » Un silence tendu s'installa. « Alan ? Ça fait des années, hein, que se passe-t-il ? Je crois que j'ai un chien fédéral entre les mains. Un berger allemand, en danger de mort, et je n'ai que 24 heures. » Jack respira lentement. « Dis-moi ce que tu as. » Alors qu'Alan expliquait, la tempête s'intensifiait dehors. Le refuge s'assombrissait. La plupart des employés étaient déjà partis. Seul restait un stagiaire de nuit, assoupi derrière le comptoir d'accueil. Alan s'installa de nouveau dans le chenil, cette fois avec une lampe de poche et un bloc-notes. Il voulait tout documenter. Ghost le regardait sans ciller, parfaitement silencieux. « Je vais te comprendre, mon vieux, je te le promets. » Peu avant 2 heures, Ghost se leva brusquement, ses poils hérissés, un grondement sourd au fond de la gorge. Alan, alerte, éteignit la lampe. Des bruits de pas. À nouveau, lent, méthodique. Cette fois, ils ne passèrent pas. Ils s'arrêtèrent devant la porte. Alan tendit l'oreille, un raclement métallique, quelqu'un essayait la poignée, puis un déclic, et le silence. Ghost resta en alerte pendant plusieurs minutes, puis se détendit progressivement. Alan inspira profondément. Il y avait bel et bien quelqu'un qui voulait s'en prendre à ce chien. À l'aube, Alan prépara ses affaires et sortit chercher du café dans la cuisine du personnel. Lorsqu'il revint, Erin l'attendait devant la cage. J'ai passé la nuit à appeler des anciens collègues. 2 d'entre eux m'ont confirmé que certaines unités spéciales entraînaient leurs chiens à réagir à plus d'1 centaine de commandes, et certains apprenaient même le morse pour les missions où le silence était crucial. Alan hocha lentement la tête. Alors ça confirme tout. Et j'ai eu Jack. Il m'a dit qu'il cherche dans les bases de données militaires et fédérales. S'il trouve quelque chose, il m'appelle avant ce soir. Soudain, une voix les interrompit. Grégory, à nouveau. Il avançait d'un pas rapide, tenant un papier dans la main. « Alan, on a un problème. » Ils le suivirent jusqu'à son bureau. « J'ai reçu un appel d'un soi-disant inspecteur du contrôle animalier. Il prétend qu'on héberge un chien dangereux, impliqué dans des activités illégales. Il arrive ce soir pour le récupérer. » Alan serra les mâchoires. « C'est impossible. Pourquoi un signalement anonyme pousserait les services à intervenir si vite? On est justement le contrôle animalier pour ce secteur. » Grégory semblait ébranlé. « C'est ce que je me dis aussi. Mais ils ont dit qu'ils venaient avec une autorisation officielle. » Alan sentit l'adrénaline monter. « C'est une couverture. Ils veulent l'enlever. Ce chien est la clé d'une opération bien plus vaste. » Grégory parut sur le point de protester, mais Alan le coupa. « Je sais que c'est fou, mais je t'assure, j'ai des contacts fédéraux qui peuvent confirmer l'identité de ce chien dans quelques heures. Et il y a un homme, quelque part, qui attend d'être sauvé. » Après une longue hésitation, Grégory soupira. « D'accord, je vais leur interdire l'accès. Prétexte de quarantaine pour suspicion de rage. Ça nous donne 10 jours de répit. Mais il faut que ce soit propre et rapide. » Alan acquiesça. « Je vais le sortir d'ici ce soir. J'ai un rendez-vous à 8 heures avec un contact fédéral dans un café à quelques kilomètres. Erin, tu peux m'aider à le faire sortir ?» Elle hocha la tête sans hésiter. « J'ai mon pick-up garé près de l'arrière du bâtiment. Je créerai une diversion à l'entrée. Toi,
tu passes par les stocks. On se retrouve 2 rues plus bas, à la station-service. » Avant de se séparer, elle glissa dans la poche d'Alan un petit spray. Poivre, au cas où. Alan attacha une laisse discrète au collier de Ghost et se prépara à quitter les lieux. Tandis qu'il longeait les couloirs, il entendit le début du tumulte à l'accueil. Erin tenait parole. Sa diversion était en route. Mais alors qu'ils atteignaient presque la porte arrière, une silhouette surgit de l'ombre. Jason Turner, il tenait une lame discrète dans la main et son sourire n'avait rien de bienveillant. « On va quelque part, Doc ?» Alan serra les dents. « Écarte-toi, Jason. Ce chien est une propriété fédérale. Je le ramène là où il doit être. » Jason ricana doucement. « Tu crois vraiment que ça va se passer comme ça ? Tu n'as aucune idée de ce que ce chien sait, ce qu'il vaut. Le patron a été clair, il ne doit pas quitter cet endroit vivant. » Ghost, déjà tendu, émit un grondement menaçant. Alan glissa discrètement la main dans sa poche. « Si tu fais un pas de plus, tu le regretteras. » Jason sourit, puis bondit. Alan n'hésita pas. Il sortit le spray au poivre et le vida en plein visage de Jason qui s'écroula au sol, hurlant, les yeux en feu. « Ghost, viens !» cria-t-il, en poussant la porte de secours. Le chien le suivit sans hésiter. La neige tombait plus fort à l'extérieur. Alan et Ghost coururent à travers le parking vide, atteignant la station d'essence en contrebas. Mais là, pas de pick-up, pas d'Erin, juste le bruit du vent et leur souffle rapide. Ghost grogna. Alan se retourna. Une SUV noire venait de tourner dans la rue. Vitres teintées, ralenties. Quelqu'un les cherchait. Il se plaqua contre les bonbonnes de propane à l'arrière du bâtiment. Ghost à ses côtés, silencieux, mais alerte. La voiture passa lentement devant, fit un tour, puis se gara. 2 hommes descendirent. Ils scannèrent la zone avec une efficacité glaciale. Alan sentit son téléphone vibrer. Un message d'Erin. « Poste de police sur la route, détour imprévu, rejoins-moi au café directement. Prudence. » Le message d'Erin venait à peine de s'afficher sur l'écran du téléphone qu'Alan sentit son cœur s'emballer. Le rendez-vous avec l'agent fédéral au diner Eagle's Nest était dans moins d'1 heure. Et la SUV noire était toujours là, moteur allumé, 2 hommes immobiles à l'intérieur. Ghost, couché derrière les bonbonnes de gaz, fixait le véhicule avec intensité. Il ne bougeait pas, mais tout son corps vibrait de tension contenue. Alan analysa rapidement ses options. Il ne pourrait pas rester là éternellement. Et il ne pourrait pas courir jusqu'au dîner sans se faire repérer. Il étudia les environs. Derrière la station s'étendait un petit quartier résidentiel. Des ruelles étroites, des clôtures en bois, quelques maisons en rangée. Avec un peu de chance, ces arrière-cours pourraient leur fournir une couverture suffisante. Quand les 2 hommes de la SUV descendirent pour entrer dans le magasin de la station, Alan murmura « C'est notre chance ». Il tira doucement sur la laisse de Ghost. Le chien le suivit immédiatement, silencieux comme une ombre. Ensemble, ils contournèrent le bâtiment, enjambèrent un grillage et s'enfoncèrent dans le réseau de jardins enneigés. Chaque pas était accompagné du crissement discret de la neige tassée, chaque mouvement calculé. Ghost restait à quelques centimètres d'Alan, adaptant son rythme au sien. Il aurait pu courir plus vite, sauter plus haut, mais il restait fidèle à son rôle de protecteur. Ils traversèrent 5, 6, puis 7 propriétés, évitant soigneusement les porches éclairés ou les chiens de garde. Alan haletait, ses jambes douloureuses, protestant contre l'effort. Il n'avait plus 20 ans, mais il savait que s'il s'arrêtait maintenant, il n'arriverait jamais jusqu'au rendez-vous. Enfin, après près d'1 kilomètre de course, ils atteignirent une impasse où attendait le pick-up d'Erin, moteur tournant, phares éteints. Elle se tenait debout près de la portière, une casquette enfoncée sur la tête. Lorsqu'elle aperçut Ghost, elle poussa un soupir de soulagement. « Montez, vite, on n'a pas beaucoup de temps. » Alan ouvrit la portière arrière et Ghost sauta à l'intérieur, se couchant aussitôt sur la banquette. Il semblait comprendre qu'ils étaient loin d'être sortis d'affaires. La route jusqu'au Eagle's Nest Diner se fit dans un silence pesant. La neige s'intensifiait, réduisant la visibilité. Erin gardait les phares au minimum, slalomant entre les congères. Alan, lui, préparait les documents qu'il avait compilés. Observations comportementales, photos, vidéos, analyses. Tout ce qu'ils avaient découvert sur Ghost devait être remis à l'agent fédéral. Et rapidement. À leur arrivée, le parking du diner était presque vide. Un vieil homme lisait son journal au comptoir. 2 routiers mangeaient en silence à une table près de la fenêtre. Et au fond, dans un box discret, un homme seul les observait. Blouson aviateur, posture droite, regard d'aigle. Erin le reconnut immédiatement. « C'est lui !»
Elle sortit du véhicule et entra en première, laissant Alan derrière, le cœur battant. Ghost gémit doucement depuis l'arrière de la voiture. Alan se retourna, posa une main sur sa tête. « On va le retrouver, je te le promets. » Puis il sortit à son tour, s'assurant de laisser une fenêtre entr'ouverte pour que Ghost respire. À l'intérieur, l'homme se leva à leur approche. « Docteur Rickman, sergent Wallace, je suis l'agent Matthew Sloan, bureau fédéral antidrogue. » Ils s'assirent, et Alan lui tendit immédiatement la pochette contenant toutes les informations. « Ce chien, il n'est pas un simple survivant, c'est un officier. Il essaie de nous parler. » Sloan parcourut les documents rapidement, son visage se fermant à mesure qu'il lisait. « Ghost, vous dites qu'il a indiqué un lieu spécifique sur une carte ?» Erin hocha la tête. Il a pointé le quai 58 à Newford, puis un ancien entrepôt dans la zone industrielle. Il semble relier les deux, comme s'il traçait l'itinéraire qu'on lui a imposé. À la mention du quai, Sloan marqua un arrêt. Ce site est surveillé depuis plusieurs mois. On soupçonne qu'il sert de point d'entrée aux cargaisons du clan de la Cruz, le même cartel qu'on soupçonne d'avoir fait disparaître un de nos agents il y a 6 mois. Alan leva les yeux. Son chien, c'était un berger allemand? Sloan hésita, puis répondit « Oui, l'un des meilleurs du pays. Lui et son maître étaient un duo inséparable. L'agent disparu s'appelait Lucas Brennan. Disparu pendant une opération en infiltration. Aucun corps retrouvé. » Alan sentit son souffle se bloquer. « Lucas Brennan? Quel âge? Originaire d'où? 35 ans. Né à Brook Hill, près de Portland. Ancien militaire. » Les doigts d'Alan tremblèrent. Erin le regarda avec inquiétude. « Alan, qu'est-ce qui se passe ?» Il posa lentement les mains sur la table. « J'ai eu un fils. Il s'appelait Lucas. Sa mère et moi avons divorcé il y a 15 ans. Il a pris le nom de son beau-père. Je ne l'ai pas revu depuis. » Un silence s'abattit sur le box. Sloan recula légèrement, stupéfait. « Vous me dites que vous êtes le père de l'agent Brennan ?» Alan hocha la tête, la gorge serrée. « Et Ghost, ce n'est pas un chien anonyme. Il essayait de me ramener jusqu'à lui. » Sloan se redressa, visiblement secoué. « Alors on va le retrouver. Et maintenant, on a une raison de plus pour ne pas échouer. » Dehors, la neige tombait en rideaux silencieux, recouvrant les rues de Stamford d'une couche blanche et insonorisante. Dans la cabine arrière du pick-up, Ghost se tenait à l'affût, scrutant la porte du diner avec la vigilance d'un soldat en mission. Alan, encore sous le choc, fixait ses mains posées sur la table. Le mot « fils » résonnait en boucle dans son esprit. 15 ans sans contact. Et voilà que c'était ce chien qui avait recréé le lien. Pas une lettre, pas un appel, juste un animal blessé, obstiné, et une succession de signes que seul un cœur prêt à écouter pouvait comprendre. Si Ghost a parcouru tout ce chemin, c'est parce qu'il savait que vous étiez le seul à pouvoir l'aider, dit Erin d'une voix douce. L'agent Sloan acquiesça, le regard durci. Et maintenant, on doit agir vite. Si ce que vous m'avez dit est vrai, Ghost a désigné 2 emplacements. Un entrepôt dans le secteur industriel et un quai portuaire abandonné. Il est possible que l'un des deux serve de point de rétention. Alan se redressa. Ghost a aussi mimé des gardes, des allées de surveillance. Il a même signalé des angles morts et des issues. Ce n'est pas juste un souvenir. C'est un plan. Sloan sortit son téléphone sécurisé et composa un numéro. Après quelques secondes, il annonça « J'envoie un groupe de reconnaissance au quai 58. On ne prend aucun risque. Mais si l'agent Brennan est encore en vie, il faudra une intervention rapide et chirurgicale. » Erin fronça les sourcils. « Et nous? On fait quoi maintenant ?» Sloan referma son dossier et les regarda l'un après l'autre. « Je vais vous placer dans un logement temporaire sous surveillance fédérale. Ce chien, maintenant qu'il a été identifié, devient une cible prioritaire pour le cartel. Et vous deux aussi, par association. » Il se leva. « Venez, on ne reste pas une minute de plus dans ce dîner. » Alors qu'il rejoignait le pick-up, Alan aperçut Ghost, toujours immobile, sa tête collée à la vitre embuée. À la seconde où Alan monta dans la voiture, le chien se détendit légèrement, comme si tout était à nouveau sous contrôle. Erin prit le volant. Sloan monta dans un véhicule banalisé, juste derrière eux. Ils prirent la route, direction le centre-ville. Le quartier général de la DEA, à Stamford, n'était pas spectaculaire. Une façade discrète dans un ancien immeuble administratif avec un simple interphone codé. À l'intérieur, on les fit entrer dans un espace de réunion où 2 agents en civil se tenaient prêts. L'un d'eux, une femme en uniforme tactique, s'agenouilla devant Ghost, le regardant avec un mélange de respect et d'émerveillement. « Mon Dieu, c'est bien lui !» On croyait qu'il avait été abattu. Alan s'assit, épuisé. Sloan s'approcha. « On va analyser les données que vous avez recueillies avec Erin.
En parallèle, on va présenter Ghost à nos spécialistes pour voir s'il peut nous en dire plus. Alan leva la tête. Il ne répondra qu'à ceux en qui il a confiance. Vous avez vu comme il a été brisé. Ce chien ne supportera pas une autre trahison. Sloan hocha la tête. Alors vous resterez avec lui jusqu'au bout. Pendant les heures qui suivirent, une équipe de décryptage analysa les vidéos montrant les réactions de Ghost aux cartes, aux symboles et aux stimuli sonores. Il confirma plusieurs fois, par des aboiements courts et des signaux au sol, la localisation de l'entrepôt de Portview. Ce nom déclencha immédiatement une alerte chez un agent en poste. Portview, on a intercepté un message crypté la semaine dernière faisant mention d'un transfert imminent vers cette zone. Erin prit la parole. Et s'il bouge du Brennan, si on attend trop, on perd tout. L'agent acquiesça. Le risque est réel. On va devoir agir avant l'aube. Alan se leva, le regard fixé sur Ghost. Le chien était allongé à ses pieds, les oreilles tournées vers chaque conversation. Il savait, il comprenait tout. Alan s'agenouilla, prit la tête du berger entre ses mains. « On va le sauver, je te le jure !» Publicly pour la première fois depuis 6 mois, Ghost émit un aboiement franc, presque joyeux. Un seul, section déterminée. Erin sourit. Il est prêt. Un plan fut établi en urgence. Une équipe tactique serait déployée à Portview, accompagnée d'un vétérinaire pour Ghost au cas où. Alan insista pour accompagner l'équipe. Ce n'est pas qu'un chien, c'est le dernier lien avec mon fils. Et il mérite de voir cette mission jusqu'au bout. Sloan le regarda longuement. Alors vous venez, mais vous suivez mes ordres à la lettre. À minuit, les véhicules de la DEA quittèrent Stamford en convoi discret, traversant la neige qui ne cessait de tomber. Dans le silence du fourgon blindé, Alan était assis à côté de Ghost, une main posée sur sa tête. Il sentait que tout se jouait maintenant, et que le destin leur réservait encore bien des surprises. Les roues du fourgon blindé crissaient sur la neige fraîche alors qu'ils s'enfonçaient dans la zone industrielle de Portview. C'était un quartier de hangars oubliés, de voies ferrées rouillées et de lampadaires clignotants. Le genre d'endroit où les cris ne résonnent pas, où personne ne pose de questions. Alan, assis à l'arrière avec Ghost, serrait les dents. L'air était glacé, mais ce n'était pas le froid qui faisait trembler ses mains. C'était l'anticipation, la peur, et quelque chose de plus fort encore, l'espoir. Ce chien à ses pieds l'avait mené ici, et chaque fibre de son être lui disait que Lucas, son fils perdu, était peut-être tout près. L'agent Sloan, en tenue tactique noire, exposait les dernières consignes à l'équipe d'intervention. Hangar 14, 2 entrées principales, 3 sorties secondaires, surveillance minimale selon nos sources, mais tout peut changer à l'approche. On procède en silence. Objectif, extraction d'un otage vivant. Ghost était déjà en position aux côtés d'un des agents cynophiles, mais ses yeux restaient rivés sur Alan. Il refusait de quitter son protecteur. « Il reste avec moi », déclara Alan. Sloan hésita une seconde, puis hocha la tête. « Très bien, il connaît les lieux mieux que nous tous. » À 1h12, le signal fut donné. Les équipes se déployèrent dans l'obscurité. Alan et Ghost avancèrent entre 2 hangars, longeant les murs en silence. Malgré les blessures anciennes, le berger allemand se déplaçait comme une ombre, chaque pas mesuré, chaque mouvement précis. Il s'arrêta net devant une porte métallique, posa sa patte sur le sol et se mit à gratter doucement, 3 fois. Puis il regarda Alan comme pour dire « c'est ici ». Les agents prirent position. Un sifflement aigu fut donné, la porte fut forcée. Et ce fut le chaos, des cris, des coups de feu étouffés, des silhouettes en fuite. Ghost bondit à l'intérieur, guidé par un instinct implacable. Alan, bien que sommé de rester derrière, ne put s'empêcher de le suivre. À travers les couloirs mal éclairés du bâtiment, Ghost fila comme si une force invisible le tirait en avant. Il tourna brusquement à gauche, dévala un escalier de métal, puis s'arrêta devant une lourde porte blindée. Il se mit à aboyer, un son court, précis, presque impératif. Alan arriva quelques secondes plus tard, suivi de 2 agents. La porte était verrouillée. L'un d'eux sortit une charge pour l'ouvrir. Quand elle sauta, révélant la pièce plongée dans la pénombre, Ghost s'élança. Alan entra à sa suite, le souffle coupé. Et là, au fond, enchaîné à un tuyau, le visage méconnaissable sous la barbe et les ecchymoses, se tenait un homme. Son regard croisa celui du chien. Et malgré la fatigue, malgré les blessures, il murmura « Ghost ». Ghost gémit, s'approcha lentement, puis posa sa tête contre le torse de l'homme. Alan s'immobilisa, les larmes lui montant aux yeux. Il connaissait ce visage, même changé, même brisé. « Lucas » souffla-t-il. L'homme leva lentement les yeux, et malgré les ténèbres, une étincelle passa. Il reconnut la voix.
Il tenta de parler, mais ses lèvres tremblaient. « Papa !» Alan tomba à genoux. Il posa la main sur l'épaule de son fils, vérifiant qu'il était bien réel, qu'il respirait, qu'il n'était pas un fantôme né de la douleur. Ghost, entre eux deux, les yeux pleins d'émotion, semblait comprendre qu'il avait accompli ce pourquoi il avait survécu à l'enfer. L'extraction se fit dans l'urgence. L'équipe médicale prit en charge Lucas immédiatement. Alan resta à ses côtés, tenant sa main. Il n'avait plus besoin de réponse, il n'avait plus besoin d'explications sur les années perdues. Son fils était en vie. Et c'était tout ce qui comptait. Dans l'ambulance, alors que les sirènes hurlaient dans la nuit blanche, Ghost s'allongea au pied de Lucas, posant une patte sur sa jambe. Et pour la première fois depuis des mois, le chien ferma les yeux. Pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il savait que la mission était terminée. Les heures qui suivirent l'opération furent floues, rythmées par les battements d'un cœur qui refusait de croire à ce qu'il venait de vivre. Lucas Brennan, ex-agent de terrain, otage depuis 6 mois dans l'un des réseaux les plus violents du pays, était vivant, blessé, amaigri, mais conscient. Et il avait retrouvé son chien et son père. Tout cela semblait irréel. Dans le silence de la salle d'urgence, les machines bipaient doucement autour de lui. Son corps portait les traces de sa captivité, côtes saillantes, multiples cicatrices, marques d'attaches anciennes. Mais ses yeux, eux, restaient clairs, lucides, fixés sur Ghost, étendu près du lit d'hôpital, le museau contre le sol. Alan n'avait pas quitté la pièce. Assis sur une chaise inconfortable, il observait son fils comme s'il craignait qu'il disparaisse de nouveau. De temps à autre, Lucas tournait la tête vers lui, esquissant un sourire fatigué. Aucun mot n'était encore suffisant. Pas encore. Le lien qui avait été brisé 15 ans plus tôt se reconstruisait dans le silence. Brique par brique, regard par regard. Erin entra discrètement, apportant du café et quelques papiers. Les médecins disent d'où qu'il va s'en sortir. Quelques semaines de repos, mais il est fort. Alan hocha la tête sans répondre, les yeux rivés sur Lucas. « Et Ghost ?» demanda-t-il. Le vétérinaire de la DEA dit qu'il a encore besoin de soins. Mais ce chien, c'est un miracle. Il a survécu à des choses que peu d'animaux supporteraient. Il s'est battu, pas avec les crocs, mais avec son instinct, sa mémoire, son attachement. Alan sourit, amer. Ce chien est resté fidèle, même quand les hommes, eux, avaient renoncé. Erin le regarda longuement. « Tu ne l'as pas abandonné, Alan. Tu l'as retrouvé et tu l'as écouté, là où beaucoup auraient tourné la tête. » Quelques heures plus tard, Sloan entra à son tour. Il semblait plus détendu, comme si un poids venait de lui être retiré. L'intervention a été validée au plus haut niveau. Brennan sera transféré dans un centre de convalescence sécurisé sous protection renforcée. Et Ghost sera officiellement reconnu comme survivant d'une mission classée. Il s'interrompit. On va lui accorder les honneurs dus. Alan haussa les sourcils. Les honneurs? Sloan sourit légèrement. Il a sauvé un agent, contourné les failles de tout un système, résisté à l'enfer sans jamais attaquer un autre chien. Ce berger allemand va devenir une légende chez nous. Dans les jours suivants, les médias captèrent l'affaire. Officiellement, ce fut présenté comme une extraction réussie d'un agent disparu. Le nom de Lucas fut brièvement cité dans quelques journaux. Mais Ghost, lui, attira toutes les attentions. Le chien qui a sauvé son maître. Des articles, des photos, des témoignages d'anciens dresseurs. On raconta son parcours, du port de Newford aux forêts glacées du Delaware, en passant par le refuge oublié de West Haven. Mais jamais on ne raconta tout. Les détails les plus sensibles restèrent enfouis, à juste titre. Lucas fut transféré dans une maison sécurisée, en bordure de campagne, pour terminer sa rééducation. Alan y fut invité à rester aussi longtemps qu'il le souhaitait. Les premiers jours furent hésitants. 2 hommes, un père et un fils, réunis après une décennie d'absence, à réapprendre à se parler. Il y avait des silences, des maladresses, des souvenirs douloureux. Mais il y avait aussi Ghost, toujours là, comme un pont entre les deux. Parfois, Alan parlait au chien à voix haute et Lucas complétait la phrase. Petit à petit, ils retrouvaient un langage commun. Un soir, alors que le soleil déclinait lentement derrière les arbres, Lucas posa une main sur l'épaule de son père. « Tu aurais pu ne jamais me retrouver. » Alan serra sa main. « C'est toi qui m'as retrouvé. » À travers lui. Ghost, allongé entre eux deux, leva les yeux comme pour confirmer. Il n'aboyait plus. Il n'avait plus besoin de se faire entendre, son message avait été reçu. Et compris. Les jours devinrent des semaines. Lucas reprenait lentement des forces, soutenu par une équipe médicale compétente, mais surtout par la présence constante de Ghost et de son père.
Il n'avait jamais été très bavard, même avant sa disparition, mais cette épreuve avait encore creusé le silence en lui. Pourtant, dans ce calme habité, quelque chose bougeait. Chaque matin, Ghost venait poser sa tête sur son lit. Chaque soir, Alan préparait le thé qu'il buvait seul, mais toujours à portée d'un second mug, au cas où. Et un jour, Lucas s'assit à la table et en versa un pour lui. Il ne parlait pas de la captivité, pas encore. Il parlait des choses simples, de l'odeur du café, du jardin qui ressemblait à celui de son enfance. D'un vieux souvenir où Alan lui avait appris à réparer un vélo. Alan écoutait, souvent sans intervenir, car il savait que parler de l'avant, c'était déjà commencer à soigner l'après. Ghost, lui, changeait aussi. Son pelage reprenait sa brillance, ses yeux n'étaient plus hantés. Il recommençait à jouer, un peu, un bâton jeté, une balle attrapée, de petits gestes anodins, mais qui, pour Alan, valaient toutes les médailles du monde. Le vétérinaire de la DEA, venu en visite, déclara « Ce chien est une énigme vivante. Il aurait dû s'éteindre il y a longtemps. Mais il a tenu, pour une seule raison, retrouver son binôme. » Alan répondit simplement, et il l'a fait. Un jour, Sloane revint, accompagné d'une femme élégante en tailleur sombre. Elle représentait le département de la justice. Elle tenait un dossier épais. Nous avons décidé d'accorder à Ghost le statut de membre honoraire des forces fédérales. Il aura une pension complète, des soins à vie, et pourra finir ses jours avec sa famille. Alan fronça les sourcils. Famille? Elle sourit. Avec vous, si vous acceptez. Alan n'eut même pas besoin de répondre. Ghost, comme s'il avait compris chaque mot, posa sa tête sur la cuisse du vieil homme et ferma les yeux. Le choix était fait. La cérémonie eut lieu 1 mois plus tard, dans un petit auditorium de Stamford. Pas de caméra, pas de journalistes, juste quelques agents, des vétérinaires, des anciens dresseurs et les proches de Lucas. Une médaille fut remise à Ghost, qui resta stoïque, comme toujours. Mais lorsqu'il entendit Lucas l'appeler par son ancien surnom, Rex, ses oreilles se redressèrent. C'était le nom que Lucas lui donnait en mission, le nom secret, le nom intime, et Ghost le reconnut immédiatement. À la fin de la cérémonie, Alan s'approcha de son fils, encore vêtu d'un gilet pare-balles sous sa chemise. « Tu sais que tu n'es pas obligé de reprendre du service. Tu pourrais rester ici, construire quelque chose. » Lucas le regarda longuement, puis répondit doucement. « Je sais, mais je ne me suis jamais senti aussi vivant que maintenant parce que je sais que je ne suis plus seul. » Ils retournèrent tous les trois dans la maison de convalescence qui ne tarda pas à devenir un vrai foyer. Alan reprit doucement ses habitudes d'ancien vétérinaire. Il s'occupa du potager, construisit une niche pour Ghost dans le jardin, même si le chien dormait toujours à l'intérieur entre les deux chambres. Lucas reprit l'entraînement physique. Le lien entre lui et son père se resserrait, lentement mais sûrement. Rien n'était forcé, tout était vrai. Et certains soirs, autour du feu, Alan racontait une histoire. Celle d'un chien abandonné, promis à la mort, qui avait gratté un sol en béton pour transmettre un message. Celle d'un homme qui avait cru sa vie terminée, mais qui avait trouvé dans les yeux d'un animal une raison de se battre. Et celle d'un fils qu'il croyait perdu, mais qui avait survécu grâce à l'amour silencieux et indestructible d'un berger allemand, nommé Ghost. Le printemps arriva timidement sur les hauteurs de Stamford. Le blanc des tempêtes avait laissé place à la terre humide, aux bourgeons hésitants, aux chants des oiseaux qui revenaient peu à peu. Et dans ce renouveau discret, quelque chose de profondément humain se reconstruisait aussi dans cette maison en retrait du monde. Une famille, une nouvelle version, faite de silences partagés, de regards complices et d'un chien qui, sans un mot, avait redéfini le sens de la loyauté. Lucas allait mieux, son corps reprenait forme, ses gestes gagnaient en précision, mais plus encore, son esprit s'ouvrait. Il racontait enfin, certains soirs, ce qu'il avait enduré, par fragments, des chaînes, des jours sans lumière, des voix qui lui posaient toujours les mêmes questions, et un seul visage qu'il gardait en tête pour ne pas sombrer, celui de Ghost. Il disait que c'était ce souvenir-là, celui de son partenaire qui l'avait empêché de devenir une coquille vide. Alan écoutait tout, sans interrompre. Il ne cherchait pas à consoler. Il ne posait pas de questions. Il était là simplement comme un père aurait dû l'être depuis toujours. Et parfois, quand les mots devenaient trop lourds, c'était Ghost qui venait poser sa tête sur les genoux de Lucas, comme s'il prenait le relais. Un relais que lui seul pouvait porter. La DEA proposa bientôt une nouvelle affectation à Lucas, former les futurs agents cynophiles, loin du terrain dans une base protégée du Vermont. Une mission où il pourrait rester proche de Ghost, tout en transmettant son expérience. Ce serait mieux que retourner sur le front, glissa Alan en préparant le petit déjeuner. Lucas sourit.
Pour la première fois, j'ai envie de construire au lieu de fuir. Ghost accompagna Lucas à la base d'entraînement. Il ne participait plus aux exercices, mais sa simple présence suffisait à inspirer les jeunes recrues. On l'appelait le vétéran. Les nouveaux chiens le respectaient instinctivement. Les dresseurs demandaient à Lucas « Il a quel âge, ce berger ?» Et Lucas répondait toujours la même chose « Il a l'âge de son courage ». Alan venait les voir souvent. Il passait du temps dans les enclos, aidait les vétérinaires stagiaires, prodiguait des conseils. Il n'était plus un homme seul. Il était redevenu un père, un guide. Et parfois, lors des week-ends en famille, il retournait au refuge de West Haven, celui où tout avait commencé. Le bâtiment avait été rénové grâce à des fonds fédéraux. Grégory, toujours en poste, accueillait Alan avec chaleur. Grâce à ce chien, on a doublé les adoptions. Et tu devineras jamais, on a même créé une unité spéciale pour les chiens au passé militaire. Dans le hall d'entrée, une plaque de bronze avait été installée. Elle représentait un berger allemand aux yeux attentifs avec cette inscription « En hommage à Ghost, dont la fidélité a changé des vies ». Alan, Lucas et Ghost restèrent au silencieux devant cette plaque, le cœur serré. Pas de discours, pas de fanfare, juste la présence de trois âmes unies par quelque chose d'indestructible. Et lorsque le personnel du refuge demanda à Alan s'il voulait dire quelques mots pour l'inauguration, il se contenta de dire « Ce chien n'a pas aboyé pour être entendu. Il a souffert pour être compris. » Et c'est ça, le courage. Les années passèrent, discrètement, sans éclat, sans fanfare. Et pourtant, elles furent riches, denses et pleines de sens. Alan, Lucas et Ghost vécurent côte à côte bien plus que ce qu'ils auraient jamais espéré. Une existence simple mais précieuse. Lucas ne retourna jamais sur le terrain. Il devint instructeur à plein temps, respecté par ses pairs, adoré par les jeunes recrues qu'il formait avec rigueur et bienveillance. Il enseignait la stratégie, la résilience, mais surtout, il parlait du lien, de cette chose invisible mais indestructible qui unit un agent à son chien. Ghost, lui, vieillissait, lentement, dignement. Il ne courait plus comme avant, il ne veillait plus toute la nuit, mais il restait fidèle à lui-même. Chaque matin, il rejoignait Lucas au bord du terrain d'entraînement, s'allongeait dans l'herbe et observait les jeunes chiens à l'œuvre, ses oreilles vibrant encore à chaque ordre donné. C'était devenu une légende silencieuse, et tous ceux qui le croisaient sentaient qu'ils étaient face à quelque chose de plus qu'un chien. Ils étaient face à un symbole. Alan avait trouvé la paix, il jardinait, écrivait parfois quelques notes sur ce qu'il avait vécu sans jamais penser à les publier. Il disait que certaines histoires n'avaient pas besoin de projecteurs, seulement d'être racontées à voix basse au bon moment. Il passait beaucoup de temps avec Ghost, surtout depuis que ses pattes avaient commencé à trembler les jours de pluie. Il le couvrait de couvertures, lui parlait longuement, comme on parle à un vieil ami qui comprend tout, même le silence. Puis un matin d'automne, alors que les feuilles rouges et or tombaient lentement autour de la maison, Ghost ne se leva pas. Il dormait profondément, son corps allongé dans la niche qu'Alan avait construite des années plus tôt. Alan s'agenouilla à ses côtés, posa la main sur son flanc et comprit immédiatement. Il ne pleura pas, pas tout de suite. Il resta là longtemps, murmurant des choses que seul Ghost aurait pu entendre. Des merci, des adieux, des prières. Lucas arriva peu après. Il se mit à genoux, les doigts tremblants, et posa sa tête contre celle de son chien. Et ce fut là, dans le silence du matin, entre un père, un fils et un chien, devenu plus qu'un compagnon, que Ghost s'en alla. On lui offrit des funérailles sobres, mais respectueuses. Un drapeau fut plié, une médaille fut suspendue à un collier de cuir, et une pierre fut gravée, simplement, Ghost, officier, survivant, frère. Il a tenu sa position jusqu'au bout. Dans les mois qui suivirent, Alan et Lucas continuèrent à vivre, à marcher, à construire. La douleur ne disparut jamais, mais elle se transforma en force, en transmission. Lucas adopta un jeune berger de formation, non pour remplacer Ghost, car on ne remplace pas une âme, mais pour perpétuer son héritage. Il l'appela Beacon, un clin d'œil, parce qu'il serait désormais une lumière pour d'autres. Et parfois, lorsqu'un nouveau chiot hésitait, lorsqu'un jeune agent doutait, Lucas racontait une histoire, celle d'un chien sans nom, trouvé à moitié mort, qui communiquait en morse sur un sol en béton, celle d'un vétérinaire qui avait su écouter ce que personne n'entendait, et celle d'un fils qui avait retrouvé son père, guidé par un chien, qui n'avait jamais cessé d'y croire. Et dans cette histoire, il y avait tout ce qu'il fallait, de la douleur, de la loyauté, de l'espoir, et surtout, du courage.
celui d'un animal qui avait refusé de mourir avant d'avoir accompli sa mission, et d'un homme qui, malgré ses regrets, avait eu la sagesse de tendre la main au bon moment. Dans nos vies, il y a des ponts qu'on croit détruits à jamais, des silences trop lourds pour être brisés, des absences qui deviennent des murs, mais parfois un seul geste suffit. Une seconde de courage, une écoute, une réconciliation. Et parfois, ce miracle ne vient pas d'un mot ni d'un être humain, mais d'un chien. Alors si vous avez perdu quelqu'un, si vous avez une douleur qui vous ronge, une parole jamais dite, un pardon jamais demandé, pensez à Ghost, à ce chien qui a tenu bon dans les ténèbres, et demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche, moi, aujourd'hui, de tendre la main? Car le vrai courage, c'est de croire qu'il n'est jamais trop tard.